BFM Business. Innover pour le commerce. Le débat. Avec une question aujourd'hui, comment se préparer à l'explosion du commerce vocal? Enfin, ceci dit, s'il y a explosion. Karel Bourgois, bonjour. Bonjour Karine. Vous êtes cofondateur de la start-up Voxist et président du Voice Lab. On va y venir dans un instant et on est ravis d'accueillir en face de vous Olivier Dauvert, expert Bonjour, grande Karine. conso. Bonjour Olivier. Alors avec d'autres start-up, mais aussi des éditeurs de logiciels, des institutionnels, Karel, vous avez lancé il y a peu Voice Lab, The Voice Lab, un écosystème autour de la voix. Alors pas forcément spécialisé sur le retail, bien entendu, mais nous, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. À quoi sert ce Voice Lab ? Bien, en fait, ça part du constat qu'aujourd'hui en France, l'écosystème de la voix est extrêmement fragmenté, avec beaucoup d'acteurs relativement petits par rapport à un certain nombre de mastodontes qui existent outre-Atlantique et en Asie. Donc on a pu constater qu'il manquait des solutions pour les industries qui veulent utiliser du vocal. Donc aujourd'hui, on voit un certain nombre d'acteurs, je pense par exemple à Système U qui a signé avec Alexa. En Coluche, je dirais, c'est un peu le crocodile qui rentre dans la maroquinerie. Il a les dents, il fait peur, mais bon, il finit en sac à main. Et un des problèmes, c'est qu'ils n'ont pas d'alternative. Donc ce qu'on souhaite faire avec le Voice Lab, c'est mettre en place, avec des acteurs français et européens, des alternatives qui soient crédibles et utilisables par les différents acteurs. La grande difficulté, c'est que vous le disiez, en face de nous, on a des mastodontes qui, du coup, savent pas bien parler français dans leurs objets connectés. C'est bien pour ça que vous proposez ce Voice Lab. Mais surtout, eux, ils ont des millions, des milliards d'heures, des milliards de données qu'ils peuvent utiliser. Nous, on n'a pas tout ça. Comment vous allez faire pour avoir toutes ces données à analyser et pouvoir transposer pour être utilisées ? Alors, donc, c'est un des premiers chantiers qu'on a lancé avec le Voice Lab, c'est de créer une base de données de langue française avec des centaines de milliers d'heures d'enregistrement. Aujourd'hui, pour vous donner une idée, on a à peu près 900 heures de disponibles en langue française. Baidu, quand ils font des travaux en Chine, ils ont 100 000 heures. Voilà, donc on a un différentiel assez important. Alors, l'avantage de ce problème, c'est que on n'est pas les seuls à avoir ce problème. Donc pour des acteurs non français, ils ont aussi beaucoup de mal à faire du français parce qu'ils n'ont pas non plus beaucoup de données françaises. À part un acteur comme Google qui, avec YouTube par exemple, peut rassembler beaucoup de données. Donc on a aussi effectivement un retard de certains mastodontes qui n'ont pas la langue française de façon qualitative. Et donc on a encore une opportunité et on travaille à créer. Mais il va falloir aller vite, rameuter les copains européens, c'est bien ça l'idée. Mais concrètement, Karel, j'ai pas l'impression quand même que le commerce vocal prenne énormément. J'en discutais encore récemment avec le vice-président justement de Google France, François Lobiton, qui avoue lui-même que ce n'était pas vraiment rentré dans les mœurs en France. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui ? Et surtout demain, le commerce vocal, le commerce conversationnel. En France, clairement, pas grand-chose. Tout simplement parce que déjà, les objets connectés vocaux, ça reste un marché early adopters, comme on dit, donc pour les gens assez innovants à la pointe. C'est pas encore dans l'ensemble des foyers. Mais il faut voir qu'on a du retard. Aux États-Unis, ils ont mis 5 ans. Ce qui est quand même 2 fois plus rapide que pour l'adoption du smartphone, pour arriver à plus de 50% des foyers équipés. Ah ouais. Mais c'est 50% des foyers. Alors nous, on en est très loin, mais on peut imaginer que ça va nous arriver d'ici 2, 3, 4 ans, je pense un peu moins. Donc les habitudes d'usage sont de la même façon, pas les mêmes. Aux États-Unis, on entend que 15% des utilisateurs, donc si on se dit que c'est 50% des foyers, ça fait peut-être 7% des foyers, font des achats de façon mensuelle à partir d'assistants vocaux. Bon, on va voir. Vous y croyez, vous, Olivier Dauvert, à ce commerce conversationnel ? C'est mon franc-parler. Très bien, allez-y. La réponse, elle est non. Oui. Et je vais vous dire pourquoi. Alors, je ne sais pas si je détiens la vérité, mais d'abord, je crois évidemment à la voix en tant qu'interface avec la machine d'une manière générale, parce que c'est autrement plus pratique, intuitif, instinctif que des doigts sur un clavier, ça, il n'y a aucun doute. Mais la transposition avec le commerce me pose problème, et notamment dans un cas, lorsque vous avez envie d'être confronté à l'offre. Donc c'est pas facile de voir si vous dites je veux un parapluie, oui, mais lequel ? Oui. Voilà. Et deuxièmement, si j'ai beaucoup d'articles dans le même panier. Parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, ma mission de course va être un véritable calvaire. Imaginez, Karine, un instant que vous faites vos courses alimentaires avec la voix. Vous mettez à peu près 40 articles
dans chaque panier, mais vous imaginez le bordel que c'est. En revanche, pour commander un objet, pour écouter la radio ou pour commander un objet en particulier en disant je veux un billet de train pour aller de Paris à Rennes. Simple. Évidemment, et dans ces cas-là, oui, je crois au commerce vocal quand il donne un ordre, mais non, je n'y crois pas quand il a destination à exposer une offre, parce qu'évidemment, c'est juste pas pratique. Et il faut l'essayer pour s'en rendre compte. Moi, je suis stupéfait, et c'est pas un procès que je vous fais, Karel, parce qu'évidemment, j'imagine que vous l'avez fait, mais le nombre de gens qui parlent de commerce vocal sans avoir essayé de le faire, il est fascinant. La première fois où vous essayez, vous dites « Ah la vache, c'est ça !» Et donc vous dites « Ah ouais, mais en fait, non, ça n'a pas marché aussi fort que je l'avais dit juste avant encore. » Parce que c'est vrai ce que disait Karel, il y a eu plusieurs tentatives. Alors, je ne sais pas si vraiment elles réussissent aujourd'hui, mais en tout cas, des alliances des distributeurs. Oui. Vous parliez de Système U, il y a Monoprix aussi, je crois, qui avait fait des choses. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Moi, je me rappelle, il y a 7 ou 8 ans, Chronodrive qui avait lancé un assistant personnel qui s'appelait le Pikit. Non, c'était Carrefour Pikit. Chronodrive, c'était Easy. Mais vous voyez, je m'emberlificote dans ma mémoire. C'était super en apparence, j'avais qu'à parler dedans, sauf qu'il reconnaissait mal les mots, sauf que quand je lui disais je veux de l'eau gazeuse, il m'en proposait 15, mais je veux laquelle? Je sais. Bon, voilà, donc c'est vraiment pas pratique pour des courses de gros volume et avec des produits sur lesquels on veut choisir. Quand vous faites vos courses, encore une fois, alimentaires, c'est rare que vous preniez exactement le même produit à chaque fois. Ah oui. Il y en a toujours un qui va vous intéresser par la promo, parce qu'il y a un format différent. Mais ça, à la voix, vous ne le voyez pas. Parce que les enfants ont changé de céréales, ils changent toutes les semaines. Exactement. Karel, qu'est-ce que vous répondez à ça? Vous êtes fondateur de la start-up Voxist, par exemple. Qu'est-ce que vous proposez? Il y a quand même peut-être des alternatives, des petites choses, effectivement, par rapport à ce que disait Olivier, qui peuvent faire avancer le commerce conversationnel sans être complètement du commerce vocal. Alors, si on prend l'exemple effectivement de remplacer les achats dans un supermarché par du commerce vocal, effectivement, j'y crois pas non plus. Je pense pas que c'est vraiment l'objectif. Par contre, ce qu'on entend, alors j'ai pas les sources sûres, mais Amazon a annoncé qu'ils ont 30% d'augmentation de leurs achats par leurs utilisateurs qui utilisent leurs assistants vocaux. Donc, ça veut dire que les interactions, en tout cas avec Amazon, ont augmenté pour faire des achats à partir de ces devices. Et je pense qu'en effet, ça ne va pas être un achat où on a besoin de faire un choix. Ça va être un achat d'une chose qu'on connaît déjà dans la répétition. Oui. Moi, je pense que la condition, c'est la préméditation. Parce qu'on sera prémédité sur l'article précis que l'on veut, on est capable de rentrer en interaction avec une machine par la voix, parce qu'on est juste dans le transactionnel. Et je veux. Et non pas je voudrais quelque chose. Vous voyez la différence? La préméditation, donc, sera la clé. Mais on en est en même temps en balbutiement. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, les technologies de reconnaissance vocale étaient encore relativement défaillantes, d'où les échecs dont vous parliez tout à l'heure. Moi, ce que je vois à travers de Voxis, donc nous on fait un répondeur téléphonique intelligent. Donc, l'idée, c'est qu'à terme, quand vous appelez quelqu'un qui ne soit pas disponible, au mieux d'avoir ce bon vieux répondeur, un peu le trou noir, où on laisse un message en espérant qu'il va se passer quelque chose, là on puisse interagir avec le répondeur et obtenir satisfaction de son appel. Donc par exemple, si vous appelez pour faire une réservation dans un restaurant, que le restaurateur n'est pas disponible, eh bien vous allez pouvoir interagir avec le répondeur qui va prendre la réservation. Et ce qu'on voit, c'est que les types d'interactions qu'on peut avoir vocalement aujourd'hui, ça a énormément évolué en ne serait-ce que 2 ans. Et donc ce que je pense, c'est que on va avoir des changements d'habitude des consommateurs et des capacités qu'on ne soupçonne pas forcément encore aujourd'hui. Aux États-Unis, encore une fois, je me réfère à un marché un peu plus mature que le nôtre, les millennials disent que 48% d'entre eux ont utilisé à un moment donné le vocal dans leur processus d'achat. Alors c'est pas forcément effectivement pour faire l'achat, mais ça pour accompagner cet achat. C'est-à-dire vous êtes devant un produit, vous voulez en savoir plus, vous pouvez alors prendre une photo, avoir un QR code, avoir une information visuelle, vous pouvez aller chercher dans Google, mais il faut taper. Dis-moi quelle influenceuse porte cette robe pour savoir voilà. si je l'achète. Le vocal, c'est quand même parfois beaucoup plus rapide dans une situation d'achat qui là peut être dans un supermarché. Pour terminer, Olivier. Je trouve qu'on mélange une part de la population qui utilise, ne serait-ce qu'une fois, avec le potentiel commercial que ça peut représenter. Parce que ce qui fait un marché, c'est pas le fait que j'achète une fois, c'est que j'achète chaque fois. Et donc, 30% d'augmentation, c'est beaucoup quand même. Ça dépend de combien on part et sur combien d'articles. Moi, à titre perso, ça ne me convainc pas. La question, c'est est-ce que demain, ça sera la façon d'interagir avec une offre comme je le fais avec un smartphone ou un écran d'ordinateur? Moi, je ne le pense pas. En tous les cas, pas de manière massive. On en reparle dans 1 an et dans 2 ans. Voilà, exactement. Merci infiniment à tous les deux. Karel Bourgois, cofondateur de Voxist et président du Voice Lab, affaire à suivre. Olivier Dauvert, merci beaucoup.